La sueur froide perlait dans mon dos, se frayant un chemin sous ma chemise de soie, et pourtant je sentais chaque fibre de mon être se crisper sous le choc. Mes mains tremblaient, pas seulement de l'épuisement des dernières heures, mais d'une peur viscérale qui venait de me saisir aux tripes. Ce n'était pas l'habitude, pas même la frayeur passagère qu'on éprouve face à un événement inattendu. Non, cette fois c'était plus profond, plus tenace. Je regardais Julien, mon Julien, étendu là, pâle comme la mort, branché à un fouillis de tuyaux et de fils dans cette chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et la peur. 1 mois à peine que notre fille, notre petite Catherine Lucia, était née. 1 mois, et voilà où nous en étions, à naviguer entre la joie inouïe de la maternité et l'angoisse lancinante de le perdre. C'est cela, la vie avec lui, n'est-ce pas? Un mélange violent, enivrant, d'extrême. On passe de l'apogée à l'abîme, du rire aux larmes, du désir le plus pur à la terreur la plus primitive. Je me suis penché, ma main pressée sur la sienne, sentant la chaleur fragile de sa peau contre la mienne. Ses yeux se sont ouverts, et même dans leur brouillard de médicaments, j'ai vu ce qui m'avait attiré à lui dès le début. Une force farouche, une tendresse cachée et un océan d'amour inconditionnel. Et je me suis souvenu de la première fois où ce regard m'avait transpercé, des mois, des années, avant que j'imagine que nous puissions un jour construire quelque chose, quoi que ce soit. Mais comment aurais-je pu le savoir? La vie est si étrange, si imprévisible. C'est comme ça qu'on dit, non? On ne choisit pas son destin, on le trouve, souvent là où on s'y attend le moins. Ou peut-être que c'était déjà écrit. Qui sait vraiment? Le souvenir de cette nuit-là au Fénichon, sur la rue Saint-Honoré, est encore vif, même si certains détails s'estompent avec le temps. Était-ce un mardi? Un mercredi? Peu importe. C'était une soirée comme tant d'autres, épuisante. La douleur dans le bas de mon dos était devenue une compagne fidèle après 6 heures de service. Chaque pas sur le marbre poli du restaurant, une pulsation sourde remontant dans des muscles qui avaient oublié le repos. L'odeur de basilic frais et de sauce tomate mijotée collait à mon uniforme comme une seconde peau, mêlée aux légères traces de vin cher qui avaient éclaboussé mon tablier pendant le coup de feu. Je portais 3 assiettes d'ossobuco sur mon bras gauche, zigzagant entre les tables. Des hommes en costume plus cher que mon loyer mensuel, des femmes scintillantes de diamants sous les lustres de cristal. Le Fénichon n'était pas l'endroit où quelqu'un comme moi y avait sa place, sinon comme simple personnel. Niché dans un vieil immeuble de la rue Saint-Honoré, ce restaurant avait survécu à 3 générations de la famille Rossi et était devenu le lieu de rassemblement officieux de toutes les familles italiennes qui comptaient de Paris et d'ailleurs. Les murs étaient tapissés de photos du vieux Naples, de bateaux de pêche et de côtes blanchies par le soleil, des images que ma mémé Catherine me décrivait dans ses histoires avant de dormir. J'avais grandi avec ses récits, avec la mélodie du dialecte napolitain et l'odeur de son ragoût mijotant des heures le dimanche matin. Maintenant, je servais du ragoût à des inconnus qui ne levaient jamais les yeux vers mon visage, seulement vers les plats que je portais. Marie, la table 12 a besoin de son addition, et la salle privée veut une autre bouteille de Barolo. Pierre, le chef de salle, apparut à mon coude, son éternel calepin à la main, ses yeux balayant la salle comme un faucon à la recherche de proie. C'était un homme petit, aux cheveux clairsemés, le front toujours en sueur, le genre à prospérer grâce au stress des autres. Et il y a un nouveau ce soir. Antonio est malade, ils ont envoyé quelqu'un de l'agence. Garde un œil sur lui. Fais en sorte qu'il ne nous embarrasse pas. J'ai hoché la tête, déposant l'ossobuco à la table 7 avec un sourire professionnel, avant de jeter un coup d'œil vers la station de service où se tenait le nouveau serveur. Il était grand, large d'épaules, avec des cheveux sombres coupés courts et une posture qui criait plus militaire que hospitalité. Ses mains tâtonnaient avec le tire-bouchon, les doigts trop épais, trop maladroits pour ce travail délicat.
Quelque chose dans sa façon de se tenir m'a hérissé les poils de la nuque. Une sensation que j'avais appris à écouter après des années passées dans des quartiers où l'instinct était synonyme de survie. La salle bourdonnait de conversations en italien et en français, de tintements de verre et des douces mélodies de Puccini émanant de haut-parleurs cachés. Je me déplaçais dans l'espace comme une ombre, remplissant les verres d'eau, débarrassant les assiettes vides, anticipant les besoins avant qu'ils ne soient exprimés. C'était une compétence que j'avais perfectionnée en 3 ans au Fénichon. La capacité d'être présente sans être vue, de servir sans s'immiscer. Mémé Catherine aurait été fière de mon efficacité, sinon des circonstances qui m'avaient mené ici. La famille Romano avait autrefois compté à Naples, avant que la guerre ne nous disperse à travers les océans. Catherine m'avait raconté des histoires de grandes maisons et d'oliviers, d'alliances forgées sur des générations et de dettes d'honneur qui transcendaient l'argent. J'avais toujours cru que c'était des contes de fées, le genre d'embellissement que les vieilles femmes utilisaient pour rendre la pauvreté moins permanente. Mais parfois, en servant certains clients, ceux avec des noms anciens et de l'argent plus ancien encore, je captais des éclairs de reconnaissance dans leurs yeux, comme s'ils voyaient le visage de quelqu'un d'autre superposé au mien. Ce soir-là, la salle privée était occupée par une fête dont on m'avait parlé à voix basse. La table du Duca, l'avait appelé Pierre, avec une révérence qui frisait la peur. Julien Duca n'était pas le genre d'homme dont le nom apparaissait dans les journaux ou dont le visage était connu du grand public. Il opérait dans l'ombre, son influence était ressentie plutôt que vue. Son pouvoir se mesurait au silence qui tombait quand il entrait dans une pièce, plutôt qu'au bruit qu'il faisait. Je ne l'avais jamais servi directement. Cet honneur était réservé au personnel senior. Mais je l'avais observé de loin, notant la façon dont d'autres hommes puissants s'inclinaient devant lui, comment sa seule présence semblait altérer la gravité de la pièce. Le nouveau serveur laissa tomber un plateau de verre près de la porte de la cuisine, le fracas coupant le bruit ambiant comme un coup de pistolet. J'ai grimacé, le regardant s'empresser de ramasser les tessons, ses mouvements saccadés et malhabiles. Pierre se matérialisa à côté de lui, sifflant des réprimandes en italien rapide que l'homme ne comprenait clairement pas. Une autre sonnette d'alarme retentit dans mon esprit. Quel genre d'agence envoyait un serveur qui ne parlait pas italien au Fénichon? J'ai déposé l'addition à la table 12, ramassé les verres de vin vides au bar, et me suis retrouvé à dériver vers la station de service où l'homme nouveau se tenait, feignant d'organiser des serviettes. De près, je pouvais voir la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses yeux jetaient constamment des coups d'œil vers la salle privée où Julien Duca était assis avec ses associés. Son regard n'était pas le coup d'œil curieux de quelqu'un ébloui par la proximité du pouvoir. Il était concentré, calculateur, le regard d'un chasseur observant sa proie. Le frisson qui me parcourut le dos n'avait rien à voir avec la climatisation. Je me suis posté près de la station à café, polissant des verres déjà propres, observant l'étranger du coin de l'œil. Sa veste pendait étrangement sur le côté gauche, un subtil renflement que la plupart des gens auraient ignoré, mais que j'avais appris à reconnaître en grandissant dans les quartiers populaires, en connaissant des jeunes hommes qui portaient des protections à la ceinture et des hommes qui réglaient des disputes avec plus que des mots. Quand il a tendu la main vers une pile de serviettes propres, sa manche a glissé juste assez pour révéler quelque chose de métallique attaché à son avant-bras. Un couteau dissimulé sous le tissu, positionné pour un accès rapide. Mes mains tremblaient en posant le verre, mon esprit tourbillonnant d'hypothèses. Appeler Pierre, il exigerait des preuves, perdrait de précieuses minutes à questionner mon jugement. Appeler la police? Il n'arriverait jamais à temps. Et d'ailleurs, le Fénichon avait des arrangements avec certaines autorités qui rendaient toute intervention officielle compliquée. Prévenir quelqu'un de la table de Duca? Je ne connaissais pas leur protocole. Je ne savais pas si approcher serait perçu comme une menace plutôt que comme de l'aide. L'étranger bougeait maintenant,
abandonnant sa prétention de travailler, dérivant vers le couloir qui menait à la salle privée. Sa main glissa dans sa veste, ses doigts se refermant sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. Le temps se compressa en battements de cœur, chacun tambourinant dans mes oreilles comme un rythme effréné. J'ai attrapé la carafe de vin sur le comptoir et un stylo dans ma poche de tablier, griffonnant des mots sur ma paume avec une vitesse désespérée. L'encre maculait ma peau humide, mais le message était lisible. Il devait l'être. Je me suis dirigé vers la salle privée avec la confiance de quelqu'un qui avait tout le droit d'être là. Mon sourire de serveuse solidement en place, malgré la terreur qui me griffait la poitrine. L'étranger était juste devant moi, son pas s'accélérant, son intention indubitable. Je l'ai dépassé d'un « excusez-moi » murmuré et suis entré la première dans la pièce, me dirigeant directement vers Julien Ducas, assis au bout de la table. Il a levé les yeux à mon approche, et pour la première fois, j'ai vu son visage clairement, une mâchoire forte ombragée de barbe, des yeux sombres qui recelaient intelligence et quelque chose de plus dur en dessous, des pommettes taillées dans le marbre. Un visage qui aurait sa place dans les peintures de la Renaissance, à la fois beau et dangereux. Ses cheveux étaient coiffés en arrière à l'italienne, une montre en argent brillant à son poignet, le col de sa chemise sur mesure juste assez ouvert pour révéler une chaîne en or reposant sur sa peau mate. J'ai levé la carafe de vin de ma main gauche et j'ai commencé à verser, orientant mon corps de manière à ce que ma paume droite lui fasse face. Le message désespéré griffonné sur ma peau, visible uniquement pour ses yeux. « Faux serveur, vous êtes la cible ce soir. Courez. » Son regard s'est posé sur ma main et j'ai vu la compréhension s'enregistrer dans son expression sans le moindre changement visible. Pas d'yeux écarquillés, pas d'inspiration aiguë, pas un signe d'alarme. Il a simplement regardé ma paume, lu les mots, puis a levé les yeux vers les miens avec une intensité qui m'a coupé le souffle. Pendant 3 secondes qui s'étirèrent à l'infini, nous nous sommes regardés. Une étrangère qui venait de tout risquer pour avertir un homme qu'elle ne connaissait pas, et un homme dont la vie dépendait de la confiance accordée à une serveuse qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Dans ces 3 secondes, quelque chose s'est passé entre nous. Une reconnaissance d'un genre différent, une prise de conscience d'un courage qui transcendait les circonstances. Puis Julien Ducas a tendu la main vers sa serviette, s'est essuyé la bouche avec une élégance décontractée et s'est levé de sa chaise comme s'il s'était simplement souvenu d'un appel téléphonique important. Il a dit quelque chose assez associé dans un dialecte trop rapide pour que je le suive. Et puis, il s'est dirigé vers la porte latérale, ses mouvements lents malgré la mort qui le traquait. J'ai continué à verser du vin aux invités restants, mes mains stables maintenant que le pire était passé, mon cœur tambourinant contre mes côtes avec assez de force pour me briser les os. Derrière moi, j'ai entendu l'étranger jurer sous sa respiration, entendu le frottement de ses pieds alors qu'il réalisait que sa cible avait disparu. Entendu les questions confuses de Pierre sur la raison pour laquelle la salle privée s'était soudainement vidée. La crise était passée, le moment était terminé. Et pourtant, en terminant ma tournée et en me retirant dans la cuisine pour reprendre mon souffle, je savais avec une certitude absolue que quelque chose venait de commencer. Le reste de mon service s'est déroulé dans un flou de mouvements mécaniques et de sourires forcés. Mon corps agissait machinalement pendant que mon esprit rejouait ces 3 secondes en boucle. Le poids de ce que j'avais fait s'est posé sur moi lentement, comme la neige s'accumulant sur un toit. Chaque minute ajoutait une nouvelle couche de réalisation jusqu'à ce que je puisse à peine respirer sous la pression. J'avais prévenu un homme important, un mafieux, d'une tentative d'assassinat. Je m'étais mêlé à quelque chose qui existait dans un monde très éloigné du mien. Un monde où les dettes se payaient avec du sang et où les faveurs avaient un prix que je ne pouvais imaginer. L'étranger avait disparu peu après le départ de Julien, s'éclipsant par l'entrée de la cuisine, tandis que Pierre était distrait par le chaos du départ soudain de la salle privée. Personne n'a remis en question son absence. Les travailleurs d'agence allaient et venaient, des visages facilement oubliés dans le roulement constant du personnel de restaurant.
Mais je me souviendrai de son visage, de la froide détermination dans ses yeux, de la façon dont sa main avait bougé vers cette lame cachée. Je m'en souviendrai et me demanderai à quel point j'avais été proche de voir quelque chose d'irréversible. Quand j'ai pointé à 23 heures, mes pieds me faisaient une peine et mon uniforme sentait l'ail et la fatigue. La nuit d'octobre était devenue froide, un vent vif transperçant la veste légère que j'avais enfilée ce matin-là, quand le temple gardait encore des traces de la douceur de l'automne. J'ai poussé la porte latérale dans l'allée, planifiant déjà le chemin du retour en métro, calculant déjà le nombre d'heures de sommeil que je pourrais récupérer avant mon cours du matin à l'université. La voiture noire au ralenti à l'entrée de l'allée a flotté chez Bacon. Thalès a figé sur place. Elle était élégante et chère, le genre de véhicule qui apparaît dans les films sur les hommes puissants et les femmes assez folles pour les aimer. Le moteur ronronnait d'un doux murmure qui évoquait l'ingénierie allemande et le goût italien. Les vitres étaient teintées assez sombres pour cacher quiconque attendait à l'intérieur. Mes doigts se sont resserrés autour de la sangle de mon sac alors que chaque instinct me criait de faire demi-tour, de trouver une autre sortie, de faire comme si je n'avais rien vu du tout. Puis la porte arrière s'est ouverte et Julien Ducas en est sorti. Il avait de l'air différent, loin des lustres et des nappes amidonnées du fénichon. Sa veste était partie, les manches de sa chemise blanche étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras noueux de muscles et un tatouage qui s'enroulait du poignet au coude dans des motifs que je ne pouvais déchiffrer dans la pénombre. La chaîne en or à son cou captait l'éclat du lampadaire, et l'anneau à sa main droite, une lourde chevalière portant un blason que je ne reconnaissais pas, brillait alors qu'il s'appuyait contre la portière de la voiture. « Signorina Romano », dit-il, et le son de mon nom de famille dans sa voix me fit frissonner d'un froid qui n'avait rien à voir avec la température. Son italien était doux, accentué par la cadence particulière de quelqu'un qui l'avait appris en famille plutôt que dans des manuels. Vous êtes parti avant que je puisse vous remercier comme il se doit. Je suis resté là où j'étais, maintenant la distance entre nous comme un talisman contre ce qui allait arriver. Je ne faisais que mon travail. Son rire fut doux, inattendu. Votre travail est de servir le vin, pas de sauver des vies. Cela demande tout autre chose. Il s'écarta de la voiture et fit un pas vers moi. Et malgré moi, j'ai reculé d'un pas. Le sourire qui courbait ses lèvres suggérait qu'il l'avait remarqué et trouvait ça amusant. « Je ne vais pas vous faire de mal, Marie. Je suis venu vous exprimer ma gratitude. » L'utilisation de mon prénom me surprit. « Comment savez-vous? » Je sais tout sur chaque personne qui travaille dans ce restaurant. Il le dit sans arrogance, simplement comme un fait. Vérification d'antécédents, histoire familiale, situation financière. C'est comme ça que je reste en vie dans ma profession. Ses yeux, sombres et illisibles, retinrent les miens avec une intensité qui me noua l'estomac. Marie Romano, 23 ans, étudiante au Collège communautaire de Belleville, en administration des affaires, élevée par votre grand-mère, Catherine Romano, après le décès de vos parents dans un accident de voiture quand vous aviez 7 ans. Réside actuellement dans un studio avenue des Vosges, 3 mois de loyer en retard parce que votre aide financière a été retardée. La récitation clinique de ma vie me parut une violation, chaque détail dépouillé et examiné sous une lumière crue. Vous m'avez surveillé. Je surveillais tout le monde. Il fit un autre pas en avant, et cette fois je ne bougeais pas. Mais jusqu'à ce soir, vous n'étiez qu'un nom dans un dossier. Maintenant, vous êtes la femme qui a vu ce que personne d'autre n'a vu et qui a agi comme personne d'autre ne l'aurait fait. Cela vous rend intéressante, Marie Romano. La façon dont il prononça « intéressante » accéléra mon pouls d'une manière que je refusais d'analyser. Je ne veux pas être intéressante pour vous. Le désir a très peu à voir avec cela. Il fouilla dans sa poche et je me suis tendu, m'attendant à moitié à une arme malgré ses assurances. Au lieu de cela, il produisit une carte de visite, un papier épais de couleur crème avec un seul numéro de téléphone estampé en or.
L'homme que vous avez vu ce soir travaillait pour un groupe qui essaie de me destituer depuis des mois. Ils ont tué 3 de mes associés, brûlé 2 de mes propriétés, et ce soir, ils sont passés à quelques secondes d'atteindre leur objectif. Sa voix resta calme, conversationnelle, comme s'il discutait de la météo plutôt que d'un meurtre. Vous avez arrêté ça. Je vous dois une dette. Je fixai la carte, mais ne la pris pas. Je ne veux rien de vous. Tout le monde veut quelque chose. Il s'approcha encore assez pour que je puisse sentir son eau de Cologne, bois de santal et quelque chose de plus sombre, de plus cher, et voir la légère cicatrice qui parcourait sa mâchoire. Protection, argent, opportunité. Vous luttez depuis des années, Marie. Vous vous battez seul contre un monde qui ne récompense pas les efforts. Je pourrais changer ça. L'offre flottait entre nous, scintillante de possibilités et de dangers. Je pensais aux histoires de ma grand-mère sur la gloire perdue de la famille Romano et les dettes d'honneur qui avaient façonné son monde. Je pensais aux avis de loyer en retard qui s'entassaient sur mon comptoir, aux manuels que je ne pouvais pas me permettre, à l'avenir où je me noyais lentement en essayant de l'atteindre. Pourquoi, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Pourquoi aideriez-vous quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré? Quelque chose changea dans son expression, une fissure dans le masque de contrôle qu'il portait si facilement. Romano, répéta-t-il comme s'il goûtait le mot. Mon grand-père parlait de ce nom. Il disait que les Romano et les Duca étaient alliés dans l'ancien pays avant que la guerre ne nous sépare à travers les océans. Il disait que c'étaient des gens d'honneur, des gens qui tenaient une parole quand tous les autres rompaient d'alors. Ses yeux cherchaient mon visage, cherchant quelque chose que je ne pouvais identifier. Quand j'ai vu votre nom de famille sur la liste du personnel, je me suis demandé si c'était une coïncidence. Maintenant, je pense que c'était peut-être autre chose. L'idée que nos familles aient été connectées des générations auparavant, que le destin ou le hasard nous ait amenés à ce moment, était trop étrange à assimiler. J'ai secoué la tête, reculant d'un pas vers la sécurité de l'allée. Je ne crois pas au destin. Moi non plus. Il ne me poursuivit pas, ne me poussa pas. Jusqu'à ce soir, une porte s'ouvrit quelque part derrière moi, des voix se répandant dans la nuit alors que d'autres membres du personnel terminaient leur corps. Le sort du moment se brisa, et je fus soudain conscient de notre exposition, de la facilité avec laquelle cette conversation pourrait être mal interprétée par quiconque nous verrait. « Je dois y aller », dis-je en me tournant vers la rue. Marie. Son nom m'arrêta plus efficacement que n'importe quelle barrière physique. L'homme qui est venu me chercher ce soir ne sera pas le dernier. Ils savent que vous m'avez prévenu. Ils ont des gens partout qui surveillent, qui attendent. Vous n'êtes plus en sécurité. J'aurais dû être terrifié. Au lieu de cela, je me suis senti étrangement calme, comme si une partie de moi avait attendu ça, s'y était préparée, sans jamais savoir pourquoi. Je n'ai jamais été en sécurité, dis-je doucement. Ce n'est pas nouveau. Alors, laissez-moi vous offrir quelque chose qui l'est. Il tendit à nouveau la carte. Une protection, sans aucune condition, sans obligation, juste la certitude que quelqu'un veille sur vous. Pourquoi feriez-vous cela pour une étrangère? Son sourire était petit, presque triste. Parce que mon grand-père l'aurait voulu. Parce que les Romano lui ont sauvé la vie une fois, il y a longtemps, et un Duca rembourse toujours ses dettes. Il pressa la carte dans ma main, ses doigts chauds contre ma peau froide. Pensez-y. Et quand vous serez prête à parler, appelez ce numéro, n'importe quand, de jour comme de nuit. Avant que je puisse répondre, il glissait de nouveau dans la voiture, la porte se fermant avec un doux claquement de mécanique coûteuse. Le moteur ronronna et il était parti. Les feux arrière disparaissant au coin de la rue, me laissant seul dans le froid d'octobre avec une carte de visite brûlante dans ma paume et des questions qui se multipliaient plus vite que je ne pouvais les compter. Je n'ai pas appelé cette nuit-là, ni la nuit suivante, ni celle d'après, mais j'ai gardé la carte et chaque fois que j'allais au travail,
Chaque fois que je prenais le métro pour rentrer chez moi, chaque fois que je restais éveillé dans mon petit appartement, écoutant les bruits de la ville, je sentais des yeux sur moi qui n'avaient pas été là avant, qui observaient, qui attendaient, qu'ils appartenaient aux gens de Julien ou aux ennemis dont il m'avait mis en garde. Je ne pouvais le dire. Ce que je savais, c'est que ma vie avait changé en l'espace de 3 secondes et un message griffonné sur ma paume, et qu'il n'y avait pas de retour possible à la femme que j'avais été. 3 semaines passèrent avant que je le revoie. Les jours avaient pris une qualité étrange. Des moments ordinaires ponctués d'éclairs d'hypervigilance qui me laissaient épuisé. Je remarquais des choses auxquelles je n'avais jamais prêté attention auparavant. La même voiture garée en face de mon immeuble 2 jours de suite, un homme s'attardant trop longtemps près de l'entrée du métro. Le poids subtil d'être observé, même quand je ne pouvais pas identifier l'observateur. Julien m'avait prévenu que je n'étais plus en sécurité. Et même si j'avais d'abord écarté ces mots comme une exagération théâtrale, la réalité lui avait lentement donné raison. Quelqu'un s'était introduit dans mon appartement pendant que j'étais en cours. Rien n'avait été volé, je n'avais rien d'assez précieux. Mais des tiroirs avaient été ouverts, des papiers mélangés, l'organisation soignait des photographies de ma grand-mère perturbée. Celui qui avait fouillé mon espace était professionnel, ne laissant aucune empreinte digitale, aucun dégât, rien que je puisse signaler à la police sans paraître paranoïaque. Mais je savais. Je sentais la violation dans mes os. La certitude que des étrangers avaient touché mes affaires, respiré mon air, s'était tenu là où je me tenais. Cette nuit-là, j'ai finalement appelé le numéro sur la carte. Il est arrivé dans l'heure. Le coup à ma porte était doux, presque hésitant, rien à voir avec l'entrée forcée à laquelle je m'attendais à moitié. Quand j'ai ouvert, Julien se tenait dans mon étroit couloir, ayant l'air incroyablement déplacé dans son manteau sur mesure et ses chaussures en cuir sur fond de peinture écaillée et de lumière fluorescente vacillante. Son expression était soigneusement neutre, mais quelque chose dans ses yeux a changé quand il a vu mon visage, lisant la peur que je pensais avoir cachée. Puis-je entrer? J'ai reculé, le laissant pénétrer dans l'espace qui semblait soudain plus petit, plus misérable, plus inadéquat en sa présence. Il n'a pas commenté la tache d'eau au plafond, ou les meubles d'occasion, ou les murs nus que je n'avais jamais pris la peine de décorer. Au lieu de cela, son regard a balayé la pièce avec une efficacité professionnelle, notant les points d'entrée, les lignes de vue, les vulnérabilités potentielles. Quand est-ce que c'est arrivé? A-t-il demandé, sachant déjà ce que j'allais lui dire. Aujourd'hui, pendant que j'étais à l'université. Je me suis serré dans mes bras, soudainement froide malgré le radiateur en marche. Ah, ils ont tout fouillé. Les lettres de ma mémé, mes photographies, même mes notes de cours. Ah. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot et je me suis détesté pour cette faiblesse. Pourquoi ferait-il ça? Il cherche un moyen de pression. Il s'est tourné vers moi et pour la première fois, j'ai vu une véritable colère dans son expression. Pas le genre froid, contrôlé, mais quelque chose de plus ardent, de plus personnel. Quelque chose qu'ils peuvent utiliser contre vous si vous devenez un problème. Des preuves de secret, de connexion, tout ce qui pourrait vous rendre vulnérable. Il fit une pause, étudiant mon visage. Votre grand-mère vous a-t-elle laissé quelque chose? Des documents, des lettres, des objets de l'ancien pays? La question me prit au dépourvu. Juste sa boîte à bijoux et quelques photographies. Rien de valeur. Puis-je les voir? Quelque chose dans son ton me fit hésiter, mais je l'ai mené au petit coffre posé sur ma commode, une boîte en bois sculptée de fleurs que ma mémé avait apportée de Naples quand elle avait immigré à 17 ans. Je l'ai ouverte pour révéler son modeste contenu, un collier de perles de verre, une bague en argent terni, une photographie jaunie d'une jeune femme debout devant une villa que je ne reconnaissais pas. Julien a pris la photographie avec une révérence attentive, la tenant à la lumière comme s'il cherchait des messages cachés dans les tons sépia.
Son expression a changé, subtile mais indubitable. Reconnaissance, surprise, quelque chose de plus profond que je ne pouvais nommer. Savez-vous ce que c'est? A-t-il demandé, sa voix étrangement rauque. J'ai secoué la tête. Ma mémé n'a jamais parlé de sa vie en Italie. Elle racontait des histoires, mais jamais sur sa famille, jamais sur la raison de son départ. J'ai toujours supposé que c'était trop douloureux. Il a posé délicatement la photographie, ses doigts s'attardant sur le bord. Cette villa appartenait à ma famille il y a 3 générations, avant la guerre. Et la femme sur cette photographie, il fit une pause et quand il me regarda, il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Quelque chose qui fit battre mon cœur à tout rompre. Elle était la plus proche amie de mon arrière-grand-mère, Catherine Romano, votre grand-mère. Les mots mirent un moment à pénétrer, et quand ils le firent, la pièce sembla s'incliner autour de moi. C'est impossible. Regardez l'inscription au dos. J'ai pris la photographie d'une main tremblante et l'ai retournée. Là, dans une encre pâlie, se trouvait une ligne de caractère italien que je n'avais jamais remarqué auparavant. Per sempre insieme fino alla fine. Pour toujours ensemble jusqu'à la fin. C-R et L-D. Lucia Duca, dit Julien doucement. La mère de mon grand-père, elle et votre grand-mère étaient comme des sœurs. Quand la guerre est arrivée et que les familles ont dû se disperser, elles ont juré de protéger les descendants de l'autre, peu importe où le destin les mènerait. Je me suis effondré sur le bord de mon lit, la photographie serrée dans mes mains, essayant de concilier cette révélation avec tout ce que je pensais savoir de ma famille. Ma grand-mère n'avait jamais mentionné les Duca, n'avait jamais fait allusion à un lien qui remontait à des générations. Elle m'avait élevé avec des histoires de Naples, mais toujours comme s'il s'agissait d'un conte de fées lointain, pas d'une histoire vivante qui pourrait un jour me rattraper et me réclamer. « Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit ?» ai-je murmuré. Julien s'assit à côté de moi, pas assez près pour me toucher, mais assez près pour que je puisse sentir la chaleur émanant de son corps. Peut-être qu'elle voulait vous protéger. La réputation de la famille Duca est devenue plus sombre au fil des ans. Peut-être espérait-elle qu'en vous gardant ignorante, elle pourrait vous protéger d'un monde auquel elle avait échappé. J'ai pensé au visage de ma mémé quand je lui avais parlé de mon travail au Fénichon. L'étrange expression qui avait traversé ses traits avant qu'elle ne sourie et me souhaite bonne chance. Avait-elle su? Avait-elle soupçonné que travailler dans ce restaurant pourrait éventuellement me mettre en contact avec la famille qu'elle avait passé toute une vie à éviter? Ça ne change rien, dis-je, plus pour me convaincre moi-même que lui. Ce n'est pas parce que nos grands-mères étaient amies que ça change tout. Sa voix était douce mais ferme. Vous m'avez sauvé la vie, Marie. Maintenant, je comprends pourquoi. Ce n'était pas une coïncidence ou de la chance ou même votre courage naturel, bien que vous en ayez beaucoup. C'était quelque chose de plus ancien, de plus profond. Le lien entre nos familles qui appelle à travers les générations, exigeant d'être honoré. L'intensité de ses yeux rendait la respiration difficile. J'ai détourné le regard, me concentrant sur la photographie, sur les visages de 2 jeunes femmes qui avaient vécu, aimé et perdu dans un monde qui n'existait plus. Parlez-moi d'elle, dis-je, Lucia Duca. Parlez-moi de l'amitié qu'elle partageait. Et c'est ce qu'il fit. Pendant des heures, nous sommes restés assis dans mon appartement exigu, pendant que Julien tissait des histoires de Naples avant la guerre, de 2 familles qui avaient construit des empires côte à côte, de l'amour entre Catherine et Lucia qui avait transcendé les liens du sang et du mariage. Il parla de son arrière-grand-mère avec une tendresse qui me surprit, révélant des profondeurs sous l'extérieur dangereux que je ne m'attendais pas à trouver. J'écoutais, posant des questions, comblant les lacunes d'une histoire dont je n'avais jamais su qu'elle me manquait. Quand il s'arrêta enfin, la première lumière grise de l'aube se faufilait par ma fenêtre. Nous avions parlé toute la nuit et, d'une manière impossible, la peur qui m'avait poussé à l'appeler s'était transformée en quelque chose de complètement différent. « Vous devriez dormir »,
dit-il en se levant du lit avec une raideur qui suggérait qu'il ressentait lui aussi l'épuisement. Je vais faire surveiller l'immeuble. Vous ne serez plus dérangé. Je l'ai raccompagné à la porte, soudain réticente à le voir partir. Julien. Son nom sonnait étrange sur ma langue, intime d'une manière que je n'avais pas voulu. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se tourna dans l'embrasure de la porte, son visage à moitié dans l'ombre. Maintenant, nous honorons le lien que nos grands-mères ont créé. Je vous protège parce que je leur dois et à l'homme que je veux être. Sa main se leva, brossant une mèche de cheveux de mon visage avec une infinie douceur. Et peut-être, si vous le voulez, nous découvrirons ce que nos familles nous ont laissé d'autres à trouver. Il était parti avant que je puisse répondre, me laissant planter sur le poste de ma porte avec l'odeur de son eau de Cologne flottant dans l'air et une photographie pressée contre mon cœur. Il est revenu le soir suivant et le soir d'après, toujours à la même heure, juste après le coucher du soleil, quand la ville se transformait de la dureté du jour en quelque chose de plus doux, de plus indulgent. Il n'annonçait jamais ses visites, n'appelait jamais à l'avance. Il apparaissait simplement à ma porte avec du café de la boulangerie italienne de la rue Saint-Honoré ou des pâtisseries enveloppées dans du papier ciré, de petites offrandes qui semblaient énormes par leur attention. Nous nous asseyions à ma petite table ou sur l'escalier de secours surplombant la rue, parlant de tout et de rien, construisant quelque chose pour lequel je n'avais pas de nom. Julien n'était pas l'homme auquel je m'attendais. Les histoires que j'avais entendues à son sujet, les avertissements murmurés par des collègues, les mises en garde soigneusement formulées de Pierre, dépeignaient d'un portrait de calcul impitoyable, de violence exercée sans remords, d'un homme qui s'était frayé un chemin vers le pouvoir sur les corps de ceux qui s'opposaient à lui. Et peut-être ces histoires étaient-elles vraies. J'apercevais parfois cet homme dans l'efficacité froide avec laquelle il donnait des ordres au téléphone, dans la façon dont ses associés s'inclinaient devant lui avec un respect qui frôlait la peur. Mais il y avait un autre Julien, un qui n'émergeait que dans les moments calmes entre nous. Il citait Dante de mémoire, son accent s'épaississant d'émotion, alors qu'il récitait des passages que sa grand-mère lui avait enseignés. Il riait de mes tentatives désastreuses de cuisiner les recettes de ma mémé, puis retroussait ses manches et me montrait la bonne façon de plier la pâte, ses mains se déplaçant avec une compétence qui suggérait une domesticité cachée. Il écoutait quand je parlais de mes rêves d'ouvrir un jour une petite entreprise, de construire quelque chose qui me soit propre, et il posait des questions qui montraient qu'il se souciait réellement des réponses. Parfois, quand je ne pouvais pas dormir la nuit, je pensais à mon père, à la façon dont il disait toujours « Ne fais jamais confiance à personne qui sonne trop beau ». Il parlait des marchands au marché, mais maintenant, je le comprenais différemment. Le luxe de Julien, ses promesses de protection, tout semblait trop beau, trop parfait. Et la perfection n'existe pas. Ça, je l'avais appris à la dure. Il y avait toujours un revers de la médaille, une ombre au tableau, surtout dans les mondes où les apparences étaient tout. Ce n'est pas la première fois que la vie m'apprenait ça. Mais avec lui, ça prenait une nouvelle dimension. Une dimension où le danger et le désir se mêlaient si étroitement que je ne pouvais plus les distinguer. « Pourquoi êtes-vous resté dans cette vie ?» lui ai-je demandé un soir, alors que nous regardions le coucher de soleil peindre le ciel de Paris en teintes d'or et d'ambre. « Vous êtes intelligent, éduqué. Vous auriez pu faire n'importe quoi. » Il resta silencieux un long moment, fixant l'horizon avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. « Parce que c'est ce que je suis, dit-il finalement. Ma famille a construit quelque chose ici, quelque chose qui compte pour notre communauté, même si le reste du monde appelle ça criminel. Nous protégeons les gens qui n'ont personne d'autre pour les protéger. Nous réglons les litiges que la police ignore. Nous sommes ceux qu'ils appellent quand le système les abandonne. Et la violence, sa mâchoire se serra. Un mal nécessaire. Je n'y prends aucun plaisir, Marie. Chaque vie que j'ai prise pèse sur moi, même celle qui le méritait.
Mais dans mon monde, la miséricorde est souvent prise pour de la faiblesse, et la faiblesse coûte des vies. Il se tourna vers moi, ses yeux me retenant, avec une honnêteté douloureuse. Je ne vais pas prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. C'est ce que je suis. Un homme qui fait des choses terribles pour protéger les gens qu'il aime. Si ça vous effraie, je comprends. Ça aurait dû m'effrayer. Chaque partie rationnelle de mon cerveau criait que je jouais avec le feu, que cette connexion ne pouvait se terminer que par un désastre. Mais quand je regardais Julien, je ne voyais pas un monstre. Je voyais un homme façonné par des circonstances qu'il n'avait pas choisies, portant des fardeaux qui auraient brisé quelqu'un de plus faible, luttant pour maintenir l'honneur dans un monde qui récompensait la malhonnêteté. « Je n'ai pas peur de vous », dis-je doucement. Le soulagement qui traversa son visage était si profond, si inattendu qu'il me fit mal à la poitrine. Il tendit la main vers la mienne, ses doigts s'entrelaçant avec les miens dans un geste qui semblait à la fois nouveau et ancien, comme si nous nous étions tenus la main à travers les vies sans le savoir. Mon grand-père disait que la valeur d'un homme se mesure à la femme qui se tient à ses côtés, murmura-t-il. Je n'ai jamais compris ce qu'il voulait dire, jusqu'à maintenant. Le moment s'étira entre nous, chargé de possibilités et de dangers. Je savais ce qui allait arriver, je le sentais monter comme une pression avant l'orage. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas fui. Son baiser fut d'abord doux, une question plutôt qu'une exigence. Ses lèvres effleurèrent des miennes avec une tendresse exquise, me donnant toutes les chances de me retirer, de choisir la prudence plutôt que le désir. Quand je ne l'ai pas fait, quand je me suis penché vers lui répondant à sa question par une question à moi, quelque chose a changé dans l'air entre nous. Le baiser s'est approfondi, sa main montant pour encadrer mon visage tandis que l'autre me tirait plus près. Et pendant un instant parfait, le monde s'est rétréci au goût de lui, à la sensation de lui, à l'impossible justesse d'être exactement là où j'étais. Quand nous nous sommes finalement séparés, respirant tous deux plus fort que nous n'aurions dû, son front reposait sur le mien. « J'ai été seul pendant longtemps », murmura-t-il. Non par hasard, mais par choix. Dans ma position, les attachements sont dangereux. Aimer quelqu'un, c'est donner à vos ennemis une arme à utiliser contre vous. Son pouce traçait la ligne de ma mâchoire et j'ai frissonné malgré la chaleur du soir. Mais avec vous, je n'arrive plus à me souvenir pourquoi ça comptait. Peut-être que ça n'a pas à compter, me suis-je entendu dire. Peut-être que certains risques valaient la peine d'être pris. Son rire fut doux, presque chagriné. Vous parlez comme votre grand-mère. Mon grand-père disait qu'elle était la femme la plus courageuse qu'il ait jamais connue, assez folle pour croire en l'amour dans un monde conçu pour le détruire. Et elle avait raison. L'amour a-t-il survécu? Elle est morte dans les bras de votre grand-mère, dit-il, les mots se nouant dans sa gorge. Après la guerre, après tout ce qu'elles avaient perdu, elles se sont retrouvées ici, en France, et ont passé leurs dernières années ensemble. Ma famille pensait que Lucia était devenue sénile quand elle a quitté notre domaine pour vivre avec la femme Romano dans le 11e arrondissement. Mais je pense qu'elle s'est juste souvenue de ce qui comptait vraiment. L'image de deux vieilles femmes qui avaient survécu à la guerre, à la perte et à des décennies de séparation, réunies à la fin, me fit monter les larmes aux yeux. Je comprenais maintenant pourquoi ma mémé n'avait jamais parlé des Ducas, pourquoi elle avait gardé cette partie de son histoire enfermée. La douleur de perdre Lucia aurait été trop grande à revivre, les souvenirs trop précieux à partager avec quiconque ne les avait pas vécus. Elle serait heureuse, dis-je doucement, de savoir que nous nous sommes trouvés. Julien me serra contre lui, m'enveloppant de ses bras, comme s'il pouvait me protéger de tout ce qui attendait au-delà de cet instant. Elles diraient que nous sommes des fous, corrigea-t-il. Et elles auraient raison. C'est dangereux, Marie. Être avec moi peint une cible sur votre dos. Il y a déjà une cible sur mon dos, lui ai-je rappelé. Au moins comme ça, je n'y fais pas face seul. Nous sommes restés sur l'escalier de secours jusqu'à ce que les étoiles apparaissent,
parlant de l'avenir que nous construisions lentement des ruines de nos passés séparés. Il me parla de ses projets pour légitimer davantage ses affaires, pour sortir l'empire de sa famille des ombres et le ramener à la lumière. Je lui parlais de mes rêves de terminer mes études, de prouver qu'une Romano pouvait réussir sans dépendre de la protection de quiconque. Aucun de nous ne mentionna les obstacles évidents. Les ennemis qui le voulaient mort, le monde qui n'accepterait jamais notre relation, le danger qui touchait maintenant nos deux vies. Pour une nuit, nous nous sommes permis de prétendre que l'amour était suffisant. Nous apprendrions bientôt que non. L'attaque est survenue 3 jours plus tard. Je rentrais du métro, mon sac lourd de manuels, l'esprit occupé par un examen à venir. La rue était calme, le genre de soirée d'octobre qui rendait le 11e presque paisible. Des feuilles bruissaient sur le trottoir comme des secrets murmurés. Je n'ai pas remarqué la camionnette avant qu'elle ne s'arrête à ma hauteur. Je n'ai pas enregistré le danger avant que la porte latérale ne s'ouvre et que des mains ne se tendent pour me traîner à l'intérieur. J'ai lutté. Ma grand-mère m'avait appris à me battre, s'était assurée que je savais donner un coup de poing et briser une prise, des leçons que j'avais jugées inutiles jusqu'à ce moment. J'ai griffé les mains qui me tenaient, j'ai crié aussi fort que mes poumons me le permettaient, je me suis tordu et j'ai donné des coups de pied avec tout ce que j'avais. Mais ils étaient trop nombreux, trop forts, trop habitués à ce genre particulier de violence. Un tissu fut pressé sur mon visage, des produits chimiques âcres inondant mon nez et ma bouche, et le monde se dissout dans l'obscurité. Quand je me suis réveillé, j'étais dans un entrepôt. Un éclairage industriel projetait des ombres dures sur des sols en béton, tachés de substances que je ne voulais pas identifier. Mes mains étaient liées derrière moi, la corde s'enfonçant dans mes poignets, et ma tête martelait des suites du tranquillisant qu'ils avaient utilisé pour me maîtriser. 3 hommes se tenaient à proximité, parlant russe, une langue que je ne comprenais pas, mais que je reconnaissais dans les films et les rares livraisons de Belleville aux Fénichons. L'un d'eux a remarqué que j'étais réveillé et a dit quelque chose aux autres. Ils ont ri, un son qui me glaça le sang. « La douka », dit l'un d'eux avec un fort accent français. « Maintenant, nous verrons combien il paiera pour la récupérer. » La peur me serrait la gorge, mais sous elle, autre chose s'agitait. La colère, la défiance, la fierté têtue des Romano que ma grand-mère m'avait inculquée avec les leçons de combat. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir trembler. « Il ne paiera rien, » dis-je, ma voix plus ferme que je ne m'y attendais. « Je ne suis personne pour lui. » L'homme qui avait parlé s'accroupit devant moi, son visage trop près, son haleine aigre d'alcool bon marché. « Nous avons observé, petite fille. Nous l'avons vu venir à votre appartement. Nous l'avons vu vous embrasser sur l'escalier de secours comme un garçon transi d'amour. Julien Ducas n'embrasse pas les femmes pour lesquelles il ne ressent rien. Son sourire était cruel. Il paiera ou nous vous le renverrons en morceaux. » La porte de l'entrepôt s'est ouverte avec un fracas. Ce qui s'est passé ensuite a existé en fragments. Des instantanés de violence que mon esprit a eu du mal à traiter. Des hommes se déversant par l'entrée, se déplaçant avec une précision militaire. Des coups de feu résonnant sur les murs en béton. Des corps tombant, et au centre de tout cela, Julien. Son visage un masque de fureur froide que je n'avais jamais vu auparavant et que j'espérais ne plus jamais revoir. Il a tué l'homme qui m'avait menacé sans hésitation, sans pitié, puis il coupait mes liens, me serrait contre sa poitrine, murmurant des mots en italien que j'étais trop choqué pour traduire. Ses mains couraient sur moi, vérifiant les blessures, son toucher à la fois doux et désespéré. « Vous êtes blessé ?» a-t-il demandé. « Est-ce qu'il... » « Je vais bien. » Les mots sont sortis en sanglots. « Je vais bien, Julien. Je vais bien. » Il m'a sorti de cet entrepôt comme si je ne pesais rien, passant devant les corps des hommes qui m'avaient prise, devant ses propres soldats qui détournaient le regard par respect. Une voiture attendait à l'extérieur, moteur en marche. Il était
un homme, et il m'a placé sur la banquette arrière avec une tendresse qui contrastait violemment avec ce qu'il venait de faire. Le trajet se déroula en silence. Je me suis blotti contre lui, tremblant de choc retardé, tandis que sa main me caressait les cheveux d'un rythme continu et apaisant. Quand nous sommes arrivés à son domaine, une forteresse dans l'ouest parisien que je n'avais vue que de l'extérieur, il m'a porté à l'intérieur et ne m'a pas posé avant que nous atteignions une chambre décorée dans des tons de bleu et de crème. « Vous êtes en sécurité maintenant, » dit-il, sa voix rauque. « Ils ne vous toucheront plus jamais. Je le jure sur la tombe de mon grand-père. »« Comment m'avez-vous trouvé? » »« Le traqueur. » Il pressa un baiser sur mon front. « J'en ai fait coudre un dans votre manteau le jour après qu'il se soit introduit dans votre appartement. J'aurais dû vous le dire, mais je savais que vous refuseriez. » Sa mâchoire se serra. « Si j'avais eu 5 minutes de retard, vous n'en avez pas eu. » J'ai levé la main pour toucher son visage, sentant la tension sous sa peau. « Vous êtes venu me chercher. Je viendrai toujours vous chercher. » L'intensité de sa voix était presque effrayante. « Comprenez-vous, Marie? Quoi qu'il arrive, quoi que je doive faire, vous êtes à moi de protéger maintenant. » Le possessif dans ces mots aurait dû m'alarmer. Au lieu de cela, quelque chose s'est apaisé profondément dans ma poitrine, remplissant des espaces que je n'avais pas su vides. À ce moment-là, entouré des preuves de son pouvoir et de sa violence, j'ai compris pour la première fois ce que signifiait être aimé par un homme comme Julien Ducas. Cela signifiait être protégé à tout prix. Cela signifiait être chéri comme quelque chose de précieux. Cela signifiait accepter que les mêmes mains qui me tenaient si doucement étaient incapables de choses indicibles lorsque cette protection était menacée. « Je ne pars pas, » dis-je doucement. Plus maintenant, le soulagement dans son expression fut assez profond pour briser les cœurs. Il me serra contre lui et j'enfouis mon visage dans sa poitrine, respirant l'odeur de la poudre et de l'eau de Cologne-Cher, de la violence et de la tendresse entremêlées. Nous sommes restés ainsi longtemps, 2 personnes liées par le sang et l'histoire, et quelque chose de plus nouveau, de plus fragile qui grandissait entre nous, malgré toutes les raisons pour lesquelles cela ne devrait pas être. « Épouse-moi » murmura-t-il contre mes cheveux. J'ai reculé, cherchant sur son visage le moindre signe qu'il plaisantait. Il n'y en avait aucun. Son expression était d'un sérieux absolu, d'une vulnérabilité totale, d'une manière que peu de gens, je le soupçonnais, avaient jamais vue. « Julien, pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour, quand tout cela sera terminé, quand j'aurai rendu ce monde assez sûr pour que vous puissiez y marcher librement. » Ses mains encadrèrent mon visage, ses pouces essuyant des larmes que je n'avais pas réalisées. « Dites que vous m'épouserez, Marie Romano. Dites que vous serez ma femme, ma partenaire, la mère de mes enfants. Dites que vous vous tiendrez à mes côtés jusqu'à la fin. » Les mots résonnèrent dans mon esprit, se mêlant à l'inscription sur cette vieille photographie. « Per sempre insieme fino alla fine. Pour toujours ensemble jusqu'à la fin. » Oui, souffle. Oui, Julien, oui. Son baiser avait le goût du salut et du danger, de tout ce que j'avais toujours craint et de tout ce que j'avais toujours voulu. Et alors qu'il me tenait dans cette pièce remplie d'une douce lumière bleue, je savais que quoi qu'il arrive ensuite, nous y ferions face ensemble. 2 familles enfin réunies après des générations de séparation. 2 cœurs qui s'étaient trouvés à travers le temps et la tragédie. Le monde extérieur pourrait nous traiter de fous. Il pourrait essayer de nous détruire. Mais nous étions des Romano et des Ducas, héritiers d'un amour qui avait survécu à la guerre et à la perte et à des décennies de silence. Nous y survivrions aussi. 6 mois plus tard, je me tenais à l'autel de l'église Saint-Antoine de Belleville, vêtu de la robe de mariée de ma grand-mère, soigneusement conservée dans du papier de soie pendant 60 ans. La dentelle était jaunie par l'âge, le style démodé depuis des décennies, mais je n'aurais rien porté d'autre. C'était la bénédiction de ma mémé d'outre-tombe, son approbation d'un mariage qu'elle avait, d'une certaine manière, toujours su qu'il aurait lieu.
L'église était remplie de gens de deux mondes. Les associés de Julien dans leurs costumes coûteux, mes camarades de classe de l'université, de vieilles dames italiennes qui avaient connu ma grand-mère et se souvenaient du nom Romano grâce aux histoires que leurs propres mères avaient racontées. Le père Joseph, qui m'avait baptisé enfant, se tenait à l'avant avec un sourire qui suggérait qu'il ressentait lui aussi le poids de l'histoire qui s'achevait dans cet instant. Et il y avait Julien. Il se tenait devant l'autel dans un costume qui coûtait probablement plus cher qu'une voiture. Ses cheveux coiffés en arrière dans ce style classique, la chaîne en or à son cou captant la lumière des bougies. Mais c'est son expression qui me coupa le souffle. L'amour pur dans ses yeux, le tremblement de ses mains lorsqu'il tendit les siennes vers les miennes, la façon dont sa voix se brisa lorsqu'il prononça les vœux qui nous uniraient. Moi, Julien Duca, je te prends, Marie Romano, pour femme, pour t'avoir et te garder à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, pour le riche et pour le pauvre, dans la maladie et dans la santé, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les mots étaient traditionnels, attendus, mais ceux qui suivirent ne l'étaient pas. Je vous jure devant Dieu et de nos familles que je vous protégerai à chaque souffle de mon corps. Je vous aimerai d'un amour qui transcende les péchés de mon passé et les dangers de mon avenir. Vous êtes la lumière dans mes ténèbres, la paix dans mon chaos, la raison pour laquelle je me bats pour devenir un homme meilleur. Sa voix baissa, devenant quelque chose de privé même dans cette église bondée. Nos grands-mères ont promis de se tenir l'une à côté de l'autre jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je vous fais cette même promesse à vous, leur petite fille, leur héritage. Père Sambre, les larmes coulaient sur mon visage alors que je prononçais mes propres vœux. Des mots que j'avais écrits aux petites sœurs de Manon quand le sommeil ne venait pas. Moi, Marie Romano, je te prends, Julien Duca, pour Marie. Je viens à toi non pas comme la fille naïve qui a trébuché accidentellement dans ton monde, mais comme une femme qui a vu tes ténèbres et ta lumière et qui choisit les deux. Je sais ce que tu es. Je sais ce que t'aimer signifie. Et je le choisis quand même, librement, complètement, avec chaque partie de qui je suis. J'ai serré ses mains, sentant la force dans ses doigts, la stabilité qui était devenue mon encre. Ma grand-mère m'a appris que l'amour est un acte de courage. Aujourd'hui, je lui donne raison. Quand le Père Joseph nous a déclarés mari et femme, les applaudissements qui ont rempli l'église ont semblé clore un cercle qui était resté ouvert pendant 3 générations. Julien m'a embrassé avec la même tendresse qu'il avait montrée cette première nuit sur mon escalier de secours, la même passion qu'il avait révélée dans l'entrepôt quand il pensait qu'il pourrait me perdre. Et quelque chose d'ancien et de nouveau s'est scellé entre nous. À la réception, tenue dans l'arrière-salle du Phoenician où notre histoire avait commencé, je me suis retrouvé devant une table couverte de photographies. Ma grand-mère avec son amie Lucia à Naples, jeune et belle, pleine d'espoir que la guerre allait bientôt disperser. Ma grand-mère seule à Paris, reconstruisant une vie à partir de rien. Mes parents le jour de leur mariage, le sourire de ma mère si semblable au mien. Et maintenant, Julien et moi, le dernier chapitre d'une histoire qui s'étirait sur des décennies. Votre grand-mère serait fière, dit une vieille femme que je ne reconnaissais pas, son accent épais de la cadence du vieux pays. Elle a toujours dit que les Romano et les Duca se retrouveraient. Elle disait que le destin n'oublie pas ses promesses. Vous la connaissiez? Ai-je demandé, surprise. La femme sourit, ses yeux brillants de larmes contenues. J'étais là quand elle et Lucia se sont dit au revoir. La nuit où la guerre nous a tout pris. J'étais là quand elles se sont retrouvées 50 ans plus tard dans cette même rue. Elle pressa une main noueuse sur ma joue. Certains amours sont trop forts pour être brisés par le temps ou la distance ou la mort. Le vôtre en fait partie, mon enfant. N'en doutez jamais. Elle disparut dans la foule avant que je puisse lui demander son nom, me laissant avec des questions qui ne seraient probablement jamais résolues. Julien apparut à mes côtés, passant un bras autour de ma taille. Vous avez l'air pensive. Je pensais au destin, ai-je admis, à comment un mauvais message a mené à tout cela.
Son rire fut discret, intime. Ce n'était pas un mauvais message, Marie. C'était le bon message au bon moment à la bonne personne. Il pressa un baiser sur ma tempe. Mon grand-père disait toujours, il n'y a pas d'accident dans ce monde, seulement des plans que nous ne comprenons pas encore. Je me suis blotti contre lui, laissant sa chaleur chasser le frisson persistant des questions sans réponse. Autour de nous, la célébration continuait. Des toasts en italien et en français, des assiettes de nourriture que ma grand-mère aurait approuvées, une musique qui faisait taper du pied même les invités les plus âgés. C'était ma vie maintenant, ce mélange étrange de danger et de domesticité, d'amour forgé dans le feu de la violence et de la tendresse. C'était notre choix, notre folie, peut-être. Mais qui sommes-nous pour juger l'amour? Qu'auriez-vous fait à ma place? Plus tard dans la nuit, après le départ des invités et le début du nettoyage du personnel, Julien me conduisit dans l'allée où nous nous étions tenus 6 mois auparavant, où il m'avait attendu dans l'obscurité et avait changé la trajectoire de toute ma vie. « J'ai quelque chose pour vous », dit-il en fouillant dans sa veste. « Un cadeau de mariage. » Il plaça une enveloppe dans mes mains. À l'intérieur se trouvait un titre de propriété pour un petit bâtiment rue Saint-Honoré. Le genre d'espace dont j'avais toujours rêvé de faire ma propre entreprise. « C'est à vous », dit-il doucement, sans aucune condition, sans obligation. Quoi qu'il arrive entre nous, ce bâtiment vous appartient. Votre grand-mère aurait voulu que vous ayez quelque chose qui vous soit vraiment propre. La générosité du cadeau me submergea. J'ai jeté mes bras autour de son cou, sentant sa force solide, le battement de cœur qui martelait contre ma poitrine. « Je t'aime », ai-je murmuré. Je ne le dis pas assez, mais c'est le cas. Je t'aime, Julien Ducas. Ses bras se resserrèrent autour de moi. Et moi, je vous aime, Marie Ducas. Le nom, mon nouveau nom, se posa sur moi comme une bénédiction et un fardeau, un symbole de tout ce que j'avais gagné et de tout ce que j'avais risqué. Je n'étais plus la serveuse en difficulté qui avait remarqué un couteau caché dans une manche. J'étais l'épouse de l'un des hommes les plus puissants de Paris, l'héritière d'un héritage d'amour qui remontait à des générations, la femme qui avait ouvert sa paume et changé le destin avec 5 mots griffonnés. Tandis que nous nous tenions dans cette allée, aidés, enlacés l'un à l'autre, pendant que la ville bourdonnait autour de nous, je pensais à la photographie toujours posée sur ma commode à la maison. 2 jeunes femmes à Naples, promettant de se tenir l'une à côté de l'autre jusqu'à la fin. Leur histoire avait bouclé la boucle, et la nôtre ne faisait que commencer. La première année de mariage m'a appris des choses sur moi-même que je n'avais jamais su. J'ai appris que je pouvais entrer dans une pièce pleine d'hommes dangereux et commander leur respect, non pas la cause de la bague, mon doigt, mais parce que je l'avais mérité par des actions qu'ils comprenaient. J'ai appris que l'amour pouvait coexister avec la peur, que la tendresse pouvait vivre aux côtés de la violence, que les mêmes mains qui tuaient pour me protéger pouvaient me tenir à travers les cauchemars avec une douceur impossible. J'ai appris que ma grand-mère avait raison sur le courage. Ce n'était pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Le bâtiment que Julien m'avait donné, rue Saint-Honoré, est devenu les Romano, une petite boulangerie et café italien qui servait les recettes de ma mémé à un quartier avide d'authenticité. Je me réveillais avant l'aube chaque matin pour pétrir la pâte et préparer la sfogliatella qui était sa spécialité. Les pâtisseries feuilletées fourrées de ricotta et d'agrumes confits qui se vendaient avant midi chaque jour. Le travail était épuisant, les heures brutales. Mais pour la première fois de ma vie, je construisais quelque chose qui m'appartenait entièrement. Julien soutenait mon indépendance avec une férocité qui me surprit. Il refusa que son nom apparaisse où que ce soit sur les documents commerciaux, insista pour que chaque décision reste la mienne, et menaça d'agression physique tout associée qui suggérerait que les Romano n'étaient qu'une façade pour les opérations Ducas. « Votre grand-mère ne vous a pas élevé pour être l'ombre de quiconque », me dit-il un soir, ses doigts traçant des motifs sur mon épaule nue,
alors que nous étions enlacés dans notre lit. Elle vous a élevé pour être une lumière. Je ne serai pas celui qui l'éteindra. Mais le monde qu'il habitait ne se souciait pas de ses bonnes intentions. Les Russes qui m'avaient enlevé avaient été éliminés. Leur organisation démantelée dans une campagne systématique de violence dont Julien ne discutait jamais, mais que je lisais dans les gros titres des journaux. Pourtant, les menaces continuaient à surgir comme des mauvaises herbes poussant à travers le béton. Une famille rivale de Marseille qui voyait une opportunité et une faiblesse perçue. Un agent fédéral corrompu qui exigeait un tribut en échange d'ignorer certaines activités. Un neveu d'un homme que Julien avait tué des années auparavant, maintenant adulte et avide de vengeance. Chaque menace entraînait la même réponse, rapide, décisive et finalement sanglante. J'essayais de ne pas penser à ce que Julien faisait quand il disparaissait pendant des jours, revenant avec des ombres dans les yeux et une tension dans les épaules que des heures de mon toucher m'étaient à apaiser. J'essayais de ne pas compter les funérailles auxquelles j'assistais, me tenant à ses côtés en robe noire, tandis qu'il présentait ses condoléances aux veuves et aux orphelins créés par la violence de son monde. J'essayais de ne pas remarquer la façon dont certains noms n'étaient jamais mentionnés après certaines dates, effacés de la conversation aussi complètement qu'ils avaient été effacés de l'existence, mais je remarquais toujours. Comment vivez-vous avec ça? Lui ai-je demandé un soir alors que l'automne peignait les arbres devant la fenêtre de notre chambre dans des teintes de feu. Le poids de ce que vous avez fait, il resta silencieux un long moment, fixant le plafond avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Je ne le fais pas, admit-il finalement. Pas vraiment, je le porte, Marie. Chaque vie que j'ai prise, chaque famille que j'ai détruite, chaque choix qui a mené au sang au lieu de la paix, je les porte tous, chaque jour, et je les porterai jusqu'à ma mort. Il se tourna vers moi, ses yeux sombres retenant les miens avec une honnêteté douloureuse. Mais j'ai fait la paix avec ce fardeau il y a longtemps. C'est le prix à payer pour protéger ce qui compte. Et vous, sa main trouva la mienne, ses doigts s'entrelaçant. Vous comptez plus que ma conscience. Cette confession aurait dû m'horrifier. Au lieu de cela, elle me brisa le cœur d'une manière que je ne pouvais expliquer. Cet homme dangereux, puissant, terrifiant, avait sacrifié son âme pour me garder en sécurité. Comment pouvais-je le juger pour cela alors que je bénéficiais de chaque péché qu'il commettait? Je ne veux pas que vous vous perdiez, murmurai-je. Pas pour moi, pas pour personne. Son sourire était triste, ancien. Je me suis perdu il y a des années, amour. Vous n'êtes pas la raison. Vous êtes les seules choses qui rendent la perte supportable. Le printemps arriva avec les fleurs de cerisier et les nausées matinales. J'ai découvert que j'étais enceinte un mardi, debout dans la salle de bain des Romano, avec un test positif serré dans des mains tremblantes. Le moment était terrible. L'entreprise commençait enfin à être rentable. Ma relation avec Julien avait trouvé son rythme. Les menaces contre nous s'étaient calmées pour atteindre un niveau gérable. Un bébé changerait tout, ajouterait une autre vulnérabilité à une vie déjà remplie d'elle. Et pourtant, quand je l'ai annoncé à Julien ce soir-là, regardant son visage se transformer de la confusion à la compréhension, à une joie écrasante, je savais que j'avais fait le bon choix. Il tomba à genoux devant moi, pressant son front contre mon ventre encore plat, murmurant des mots en italien que j'étais trop ému pour traduire. Ses épaules tremblaient de sanglots qu'il n'essayait pas de cacher, et je passais mes doigts dans ses cheveux, émerveillé par cet homme qui pouvait ordonner des exécutions sans ciller, mais qui pleurait à l'idée de devenir père. Un bébé, souffla-t-il, levant les yeux vers moi avec des yeux qui brillaient de larmes. Notre bébé, une Romano et un Duca, enfin unis après toutes ces années. La grossesse se déroula sans encombre, suivie par les meilleurs médecins que l'argent pouvait acheter et gardée par des hommes qui mourraient avant de laisser le mal m'atteindre. Julien devint presque insupportablement protecteur, planant au-dessus de moi comme une ombre.
goûtant personnellement chaque repas que je mangeais, dormant avec une main sur mon ventre grandissant, comme s'il pouvait protéger notre enfant même dans les rêves. Son obsession pour ma sécurité a franchi la ligne de l'absurdité plus d'une fois. Des gardes armés à mes rendez-vous prénataux, des vitres pare-balles installées dans les fenêtres de la boulangerie, une pièce panique construite dans notre placard de chambre. Vous êtes ridicule, lui ai-je dit, exaspéré après qu'il ait insisté pour m'accompagner acheter des vêtements de maternité. Personne ne va m'attaquer dans un grand magasin. Vous ne savez pas ça, rétorqua-t-il, scrutant les rayons de vêtements avec la même intensité qu'il utilisait probablement pour surveiller des sites d'embuscade potentiels. Les ennemis frappent quand on s'y attend le moins. C'est ce qui en fait des ennemis. J'ai levé les yeux au ciel, mais je n'ai pas argumenté. Il n'y avait pas de victoire contre la paranoïa de Julien, pas quand il s'agissait de ma protection. L'attaque est survenue au 7e mois, pas contre moi, mais contre lui. J'étais à la boulangerie quand l'appel arriva, pétrissant de la pâte pour le pain du lendemain. De la farine saupoudrée sur mon ventre gonflé et mon dos douloureux. Pierre, le second de Julien, m'annonça la nouvelle d'une voix soigneusement dénuée d'émotion. Il y avait eu une embuscade. 3 de nos hommes étaient morts et Julien avait été blessé par balle 2 fois avant de s'échapper. Le trajet jusqu'à l'hôpital a existé hors du temps. J'étais assise à l'arrière de la voiture blindée, les mains pressées contre mon ventre, priant tous les saints que ma grand-mère avait jamais invoqués. Le bébé donnait des coups de pied frénétiques, réagissant à ma détresse, et je murmurais des assurances auxquelles je ne croyais pas. « Ça va aller. Papa va aller bien. Nous allons tous aller bien. » Julien était en chirurgie quand je suis arrivé. Les médecins luttaient pour retirer les balles de sa poitrine et de son épaule. J'ai attendu dans une chambre privée remplie de fleurs et de personnel de sécurité, regardant l'horloge égrenée des heures qui semblaient des siècles. Pierre m'apportait de la nourriture que je ne pouvais pas manger, de l'eau que je ne pouvais pas boire, des nouvelles qui ne me disaient rien, sauf que mon mari était toujours en vie, toujours en lutte, refusant toujours de me laisser seul dans ce monde. Quand ils m'ont finalement permis de le voir, il était pâle comme la mort, des tubes et des fils le reliant à des machines qui bipaient et bourdonnaient avec une indifférence mécanique. Mais ses yeux s'ouvrirent quand j'ai pris sa main, et le sourire qui courba ses lèvres gercées était de la plus belle chose que j'ai jamais vue. « Marie », murmura-t-il, sa voix rauque du fait du tube respiratoire qu'ils avaient retiré. « Le bébé? Bien, réussis-je à dire, les larmes coulant sur mon visage. Nous allons bien toutes les deux. C'est toi qui nous inquiète. » Il me serra la main avec une force surprenante. « Je vous ai dit que je viendrais toujours vous chercher. Même la mort ne peut rompre cette promesse. » Le rétablissement fut lent, compliqué par des infections et des revers qui mirent à l'épreuve notre endurance. Je partageais mon temps entre l'hôpital et la boulangerie, refusant de laisser l'une ou l'autre responsabilité en souffrir malgré l'épuisement qui alourdissait chacun de mes pas. Le bébé grandissait, devenait plus insistant, exigeant de l'attention par des coups de pied, des hoquets et des envies de minuit qui envoyaient des gardes chercher une pizza aux anchois à 3 heures du matin. Et d'une manière ou d'une autre, impossible, nous avons survécu. Julien rentra à la maison 6 semaines avant mon terme, plus mince et plus faible que je ne l'avais jamais vu, mais vivant. Les hommes qui l'avaient attaqué furent traités de manière dont je ne posais pas de questions. Leur organisation absorbée par les avoirs d'Uka. Leur famille mise devant le choix entre la loyauté et l'extinction. Ce fut brutal, efficace et entièrement nécessaire. Le genre de justice qui existait dans le monde de Julien, le genre que j'avais appris à accepter sans l'approuver. Je croyais que j'allais te perdre, ai-je admis un soir, blotti contre son corps en convalescence, prenant soin de ne pas appuyer sur ses plaies en guérison. Je croyais que notre fille ne connaîtrait jamais son père. Fille, ses sourcils se sont levés. Tu l'as découvert? J'ai souri, pressant sa main contre mon ventre, où notre enfant faisait ses acrobaties nocturnes. Les médecins me l'ont dit la semaine dernière.
Je voulais attendre que tu sois assez fort pour l'entendre. J'ai fait une pause, rassemblant mon courage. Je veux l'appeler Catherine, en hommage à ma grand-mère. Les larmes qui remplirent ses yeux furent une réponse suffisante. Catherine Lucia Ducas, dit-il, la voix pleine d'émotion. Pour elles deux, pour les femmes qui se sont aimées à travers les générations et les continents, pour la promesse qu'elles ont faite qui nous a réunis. Notre fille est arrivée un matin de printemps, hurlant son mécontentement d'être expulsée de son confortable foyer. Ses cheveux noirs et ses yeux clairs, un mélange parfait de l'héritage Romano et Duca. Julien la tenait avec la même révérence qu'il avait montrée le jour de notre mariage. Ses mains dangereuses, incroyablement douces contre son minuscule corps, ses yeux remplis d'un amour si féroce qu'il le transformait entièrement. « Père Sampre, insiem fino à la fine », lui murmura-t-il, la promesse passant à une autre génération. Pour toujours ensemble, jusqu'à la fin. Je les regardais, mon mari, ma fille, ma famille impossible, improbable, et je comprenais enfin ce que ma grand-mère avait essayé de m'apprendre toutes ces années. L'amour n'était pas sûr, ce n'était pas rationnel ou pratique ou facile. C'était un choix fait encore et encore, face aux dangers et aux doutes et à l'obscurité qui menaçait de tout consumer. Mais cela en valait la peine. Chaque risque, chaque peur, chaque moment d'incertitude, tout en valait la peine pour cela, pour eux, pour nous. L'histoire des Romano et des Duca avait commencé à Naples, avait survécu à la guerre et à la séparation et à des générations de silence, et se poursuivait maintenant dans une chambre d'enfant peinte en jaune doux, où un homme dit mafieux chantait des berceuses italiennes à sa fille nouveau-née, tandis que sa femme regardait depuis l'embrasure de la porte, le cœur plus plein qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Certains amours étaient vraiment trop forts pour être brisés. Le nôtre en faisait partie. Et aujourd'hui, franchement, je ne sais pas toujours. Parfois, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres fois, je me demande si je n'ai pas fait une erreur irréparable. C'est probablement les deux. N'est-ce que ça la vie, après tout? Rien n'est jamais vraiment clair, rien n'est parfait. Mais c'est la nôtre. C'est l'histoire que nous continuons d'écrire, jour après jour, avec chaque rire de notre fille, chaque repas partagé, chaque menace silencieuse et chaque moment volé à la tranquillité. Et c'est déjà